Oui, bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire où nous allons aborder le sujet des différentes facettes de l'aide au repas. C'est pas facile à dire. Et donc, je m'appelle Juliette Boulinguet et je suis psychomotricienne et j'interviens en tant que formatrice pour Gironfort. Alors, ce sujet de l'aide au repas, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire aujourd'hui? Au menu, nous allons aborder les enjeux de l'aide au repas chez la personne âgée dépendante, les aides qu'on va pouvoir lui apporter, et puis on fera un zoom spécifique au niveau des aides pour aller regarder de plus près l'accompagnement par le geste et par la parole. Donc, les enjeux de l'aide au repas chez la personne âgée dépendante. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà avant de parler de la personne âgée dépendante? On pourrait déjà parler de la symbolique du repas. Donc, quand on dit repas, on peut penser à vitalité. C'est vrai que si je prends un bon repas, plein de force, on dirait plein de vitamines, plein d'éléments, d'oligo-éléments et autres, eh bien, je vais pouvoir être en bonne forme et en vitalité. Derrière le terme de repas se cache très, très vite la notion de plaisir. On a tous en tête faire un bon repas, c'est bien manger, manger les choses qui nous font plaisir, qui vont stimuler nos papilles. Donc, la convivialité, qui est quelque chose d'évident dans le repas, et très souvent, on va dire à quelqu'un, on va se voir, viens, on va manger ensemble. Une convivialité, rencontre et attachée souvent à cette notion de repas. On a aussi dans la symbolique du repas la notion d'apparence, la manière dont on mange revêt de quelque chose de notre apparence, aussi des fois de notre niveau social. Ça renvoie aussi à la notion de culture. C'est vrai que selon les cultures, on ne mange pas de la même manière, on ne mange pas les mêmes choses. Voilà. Et puis, une notion peut-être à laquelle on pense moins, le repas, c'est aussi un acte intime. Effectivement, c'est le fait de mettre quelque chose qui est extérieur à moi, à l'intérieur de moi, dans ma bouche, qui va vraiment rentrer dans mon corps. Donc ça, ce n'est pas quelque chose auquel on pense, mais quand on va se retrouver dans l'aide au repas, c'est quelque chose auquel des fois on va devoir réfléchir, comment ça peut être vécu aussi des fois de manière intrusive, le fait d'être aidé à ce qu'on mette quelque chose dans ma bouche pour que je mange. Et puis la symbolique du repas, ça renvoie aussi à la notion de risque. Effectivement, si je ne mange pas, eh bien, il y a un enjeu de mort, de vie ou de mort. Donc, dans le repas, ça reste un fondamental pour notre santé et puis pour être en vie. Alors, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais ça n'empêche que c'est un élément qu'on comprend qui va pouvoir aussi être susceptible de faire vivre de l'angoisse aux aidants et aux soignants qui sont là à aider des personnes qui, des fois, ne veulent plus manger ou sont en difficulté de s'alimenter. Et donc, on comprend bien que très vite, de l'angoisse peut s'installer. Alors, je vais passer à la diapo suivante si elle veut bien. Voilà. Alors, on peut considérer, si on regarde un petit peu plus près les enjeux de l'aide au repas en EHPAD, eh bien, on voit tout de suite qu'on a trois aspects à considérer. La dimension de soins, la dimension de plaisir et la dimension de relation. La dimension de soins, elle va facilement, avec les personnes qui sont dépendantes, prendre beaucoup de place. Du coup, dans l'enjeu, qu'elles se nourrissent, qu'elles s'alimentent, qu'elles aient les bons apports, qu'on puisse les aider. Et il ne faudrait pas, on pourrait le dire comme ça, que cette dimension de soins prenne trop de place et vienne entraver l'aspect du plaisir, de la satisfaction à manger, qui n'est pas toujours facile à répondre en collectivité, et l'aspect de relation, qui n'est pas toujours évidente chez la personne âgée, qui peut des fois s'isoler, et d'autant plus si elle a des troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer ou apparentée, se retrouver en difficulté parfois pour être dans ce moment et savoir être dans ce moment avec les autres. Et puis, dans ces trois enjeux, le soin, le plaisir, la relation, se retrouve la dimension d'autonomie. C'est vrai que selon le niveau d'autonomie de la personne, eh bien, le soin va prendre plus ou moins d'importance. Mais il ne faudrait pas que la personne perde trop la sensation qu'elle a la possibilité de choisir. C'est vrai que si mon repas est préparé pour moi, que mon assiette est dressée, qu'est-ce qui me reste comme position, comme possibilité d'avoir la sensation que j'ai le choix. Et donc ça, c'est souvent une question qui se réfléchit beaucoup dans les EHPAD en se disant, mais quel choix la personne peut-elle conserver dans la sensation sur ce moment du repas? Si on regarde un petit peu plus précisément, donc les aspects qui sont en jeu dans l'aide au repas, eh bien on voit donc qu'on a le bien-être physiologique avec la survie, l'état de santé, l'apport nutritionnel, la dimension d'affectivité avec sa satisfaction, le plaisir, la compensation. C'est vrai que des fois on peut avoir des attitudes au niveau du repas de compenser. Des fois quand on est stressé, on mange un peu plus ou à l'inverse, on mange un peu moins.
Et puis aussi au niveau de la vie relationnelle, de l'échange, du partage, du contexte de cet échange, et puis les notions de culture qui ne sont pas toujours faciles à prendre en compte dans une collectivité. Chez la personne âgée, très facilement, quand il y a un dysfonctionnement et quelque chose qui ne va pas, que ce soit au niveau de sa pathologie, au niveau de ses difficultés, eh bien, ça va s'exprimer dans son comportement corporel et notamment dans le comportement lié à l'alimentation. Alors, quand on va devoir prendre soin de la personne au moment du repas, il y a quelques petits préalables qu'on pourrait réfléchir. On pourrait déjà réfléchir et se demander qu'est-ce que ça veut dire pour moi un bon repas? Est-ce qu'un bon repas, la représentation que moi j'ai, c'est la même représentation qu'un autre aurait? J'avais fait un sondage auprès de résidents pour leur demander ce que c'était qu'un bon repas pour eux. Certains résidents m'avaient dit, bon, bah, moi, un bon repas, c'est quand je mange bien, d'autres, c'est quand j'ai mon bon petit verre de vin, d'autres de dire, c'est quand je n'ai plus faim, d'autres de dire, c'est quand je suis bien accompagnée. Voilà, donc on voit qu'on avait des représentations qui étaient différentes. Chez le soignant, si on interroge le soignant et qu'on lui demande quelle est sa représentation d'un bon repas pour le résident, très facilement, ce qui va ressortir, c'est qu'il est terminé, qu'il ait mangé son assiette au complet. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a passé un bon repas. Mais en tout cas, en tant que soignant, ça peut être très rassurant. Donc, ça va être intéressant de pouvoir, dans la position d'aider l'autre dans ce moment du repas, de pouvoir prendre en compte un peu toutes ces différentes représentations. Et puis, de ne pas se focaliser sur juste ce qui a été mangé ou pas mangé sur ce repas-là. Et de bien voir aussi, de bien prendre en considération l'ensemble de la journée. Des fois, une personne ne mangera pas beaucoup à midi, mais elle a mangé beaucoup le matin, elle a mangé plus le soir. Et puis aussi, il y a ses habitudes de vie. Je pense à une résidente qui avait un peu affolé les équipes, qui mangeait quasiment rien le midi, mais elle avait passé 50 ans de sa vie comme ça. Donc, ce n'est pas à 95 ans, en arrivant à la maison de retraite, qu'elle allait changer son habitude alimentaire. Donc, ça va être important d'avoir toutes ces considérations en vue pour ne pas tirer de conclusions qui seraient trop hâtives. Donc, on voit que ça va être important de pouvoir recueillir les désirs de l'autre et passer de la position, parce que quand on est dans l'aide au repas, le résident, il est un peu dans une position de « il dépend de moi pour manger », à avoir des attentes partagées, pouvoir récupérer quelque chose de l'ordre de l'échange sur ce moment-là, même si je suis dans une posture de devoir l'aider. Alors, regardons un petit peu quelle place le repas prend dans le quotidien des personnes âgées. Bon, je crois qu'on a tous conscience que c'est une place importante, que c'est un moment qui est très attendu, qui rythme la journée. Voilà, on sait ce qu'on fait à ce moment-là. Et puis, c'est aussi un moment qui va être un moment de convivialité, un moment où la personne va pouvoir être en relation. C'est important que ce ne soit pas le seul moment de relation. Il arrive aussi parfois que certaines personnes, de par leurs difficultés, leur pathologie, se retrouveraient à mieux manger en étant seules que plutôt au restaurant. Et dans ces cas-là, on est souvent très frileux en se disant « ben oui, mais mince, si on fait ça, on va lui couper ce moment-là où elle peut être en relation avec les autres ». Donc, c'est intéressant de réfléchir à un équilibre entre le moment de convivialité du repas, mais qu'il soit réellement un moment où elle se sent bien avec les autres, et d'autres moments partagés dans la journée avec d'autres personnes. Ça, c'est une réflexion qui n'est pas si simple que ça à mener. On va pouvoir considérer maintenant les difficultés à s'alimenter et on va voir qu'en fait, elles sont nombreuses. Alors, la première que j'ai mise, c'est la méfiance. Donc, effectivement, si je me méfie de ce que j'ai dans mon assiette ou si je me méfie des autres qui sont autour de moi, peut-être que je n'aurai pas envie de manger. Si je n'aime pas, je n'aurai pas envie de manger. Si je ne reconnais pas ce que j'ai dans mon assiette, à cause de mes troubles cognitifs, par exemple, ça va générer pour moi aussi une réticence. Si je n'arrive pas à saisir les couverts, ce ne sera pas évident. Si je n'ai pas faim, si j'ai peur de me salir, si la température ne me convient pas, si mon voisinage ne me correspond pas, si je me sens angoissée sur le moment du repas, ça aura un retentissement sur ce moment-là. Si je ne comprends pas ce que l'on attend de moi, des fois, il y a des personnes qui sont là au moment du repas et au bout de 5 minutes, elles se lèvent parce qu'elles sont un petit peu perdues, elles ne savent plus ce qu'on attend d'elles. S'il y a trop de choses sur la table et que je peux me sentir perdue, s'il y a trop de bruit et que ça me dérange, si j'ai des problèmes digestifs, problèmes de dents, de candidose, d'aphte, etc. Si j'ai des difficultés à accomplir certains gestes, comme par exemple ouvrir mon yaourt,
Si je me sens perdue dans le temps et dans l'espace, ça en fait, et il y en a encore. Si j'oublie que je suis en train de manger, voilà, du coup, je m'enlève et je m'en vais. Si je prends des bouchées trop grosses et qu'après, je ne sais plus m'en sortir, si plutôt je me retrouve à manger très lentement, si je mange dans un ordre qui est plus standard, c'est-à-dire moi, si je commence par le dessert, eh bien, je vais manger mon repas. Si on me propose entrée, plat, dessert, c'est un ordre dans lequel je ne me reconnais plus. Souvent, quand il y a des troubles cognitifs à un stade avancé, c'est des choses qui peuvent arriver. Si je manque d'attention et de concentration sur le repas, certains s'endorment, d'autres ont besoin de bouger et s'en vont très très vite. On ne sait pas comment les garder au restaurant. Et certains voudraient manger comme s'ils étaient à la maison, mais ils sont en collectivité. Bon, on voit que ça nous fait une liste assez copieuse de toutes les difficultés qu'une personne peut rencontrer et qui va du coup générer des difficultés sur le moment du repas. Alors, quelles sont les aides qu'on va pouvoir apporter ? Donc, on va pouvoir apporter des aides au niveau des adaptations alimentaires, mais ça, c'est un sujet que vous avez déjà abordé, donc on n'y touchera pas aujourd'hui. On va pouvoir aborder des aides au niveau de la parole, ce qu'on va pouvoir dire à la personne, et les gestes, comment on va pouvoir l'accompagner sur ce moment du repas, concrètement au niveau praxique. Alors, les métiers qui sont engagés dans cette aide au repas, on a le médecin qui, lui, va être à la prescription s'il y a des modifications de texture, notamment le mixé. On va avoir aussi des métiers paramédicaux. Donc, on a l'orthophoniste qui, elle, est spécialisée par rapport au repas dans la partie d'évaluation de la déglutition et du risque de fausse route. On va avoir aussi dans les paramédicaux l'ergothérapeute et le psychomotricien. Donc, ces deux professionnels, eux, vont s'intéresser au niveau gestuel et physique du repas. Tous les deux peuvent proposer des repas thérapeutiques. Le psychomotricien s'intéressera, en plus de la dimension gestuelle, à la dimension relationnelle et émotionnelle. Et l'ergothérapeute, lui, s'intéressera vraiment à tout ce qui est adaptation au niveau du matériel. On a aussi l'aide-soignante qui va être vraiment partie prenante dans le repas et qui va pouvoir venir faire concrètement l'aide au repas des personnes en difficulté. La cuisine, bien sûr, qui est au fondement du repas. Les agents de service, donc ASH, selon les établissements, ils peuvent avoir des noms différents. On va aussi avoir le serveur et l'auxiliaire de vie, tous ces professionnels qui sont engagés. Donc, avant toute chose, d'une aide au repas, on va veiller à l'installation. Donc, concernant la personne, on va veiller à ce qu'il y ait une bonne distance entre elle, la table et la hauteur de la table. Des fois, on a des possibilités de surélever l'assiette si besoin. Une petite aparté sur ce sujet-là, il y a parfois des résidents qui n'ont de cesse de se reculer. Donc, on les avance et puis eux se reculent. Et quand on a fait ça 1, 2, 3 fois, il faut se poser une question, pourquoi est-ce que la personne se recule systématiquement ? On a 2 raisons, on pourrait dire, au niveau santé, qui peuvent expliquer que la personne ait besoin de se reculer comme ça. C'est une difficulté visuelle qui fait que, en fait, si elle est trop près, elle n'arrive pas à adapter la coordination visuelle pour bien voir ce qu'il y a dans son assiette. Donc, du coup, le glaucome peut faire ça. Donc, du coup, elle peut avoir besoin de se reculer pour être, du coup, à une distance qui permet de mieux voir ce qu'il y a dans mon assiette. Une autre raison, ce sont des problèmes au niveau du dos qui fait que si on est trop près, on ne peut pas suffisamment utiliser la bascule du bassin. Et du coup, ça génère un inconfort très important pour la personne. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir en tête et de se dire, si je l'ai rapprochée 3 fois et qu'à chaque fois, elle se recule, c'est qu'elle a réellement une raison et que c'est elle qui s'adapte pour être finalement bien. Après, une autre question qu'on peut se poser, c'est le fauteuil roulant. Ces personnes qui passent leur journée dans leur fauteuil roulant, est-ce qu'on la laisse dans son fauteuil roulant au moment du repas ou est-ce qu'on lui propose, quand c'est possible, de quitter le fauteuil pour venir dans un fauteuil normal, un fauteuil ordinaire, ce qui lui permettra d'avoir une meilleure installation, ce qui lui permettra d'intégrer qu'elle est vraiment sur un temps de restaurant, de changer en fait de position et de se retrouver dans un sentiment aussi d'être un peu plus comme les autres. Donc, quand c'est possible, c'est une question qui peut être tout à fait pertinente de se poser.
Du côté de l'aidant, dans quelle position doit-il être? Eh bien, à côté de la personne ou de trois quarts, on évitera le face-à-face pour donner à manger. Voilà, ce serait trop frontal et puis pas pratique. Et puis, dans l'idéal, c'est bien que le soignant soit un petit peu plus bas que la personne et disponible. Alors, disponible, c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours si simple que ça, de se sentir vraiment disponible dans ce moment de partage, surtout quand la personne ne mange pas ou recrache ou que c'est difficile. Alors, pourquoi c'est intéressant que le soignant soit un petit peu plus bas? C'est intéressant par rapport au risque de fausse route. On voit là la position idéale, donc de la personne comme ça, bien droite, et le menton qui est légèrement vers le sternum pour éviter qu'il y ait une extension qui serait à l'origine de favoriser les risques de fausse route. Donc, si le soignant est plus bas, la personne a une tendance à devoir rapprocher un petit peu son menton du sternum. Si le soignant est un petit peu plus haut, la personne aurait une tendance à lever légèrement le menton, ce qui n'est pas du tout l'attitude que l'on recherche. Donc, l'idée est que la personne soit bien assise au fond du fauteuil et de la chaise, le dos le plus droit possible, et les pieds, que ceux-ci reposent soit par terre, soit sur des cale-pieds, parce que c'est quelque chose, quand il n'y a pas les cale-pieds, que la personne mange les pieds en l'air, c'est quelque chose qui est assez inconfortable, donc on a besoin d'avoir des points d'assise. Voilà. La posture au lit, c'est une position demi-assise, dos bien calé et tête bien calée, comme on peut. Au niveau de l'accueil, parce que finalement, l'aide au repas commence avec l'accueil. Donc, on peut se poser aussi d'autres questions. Quand on est dans un restaurant, est-ce que la personne est à une place qui est toujours attitrée ou est-ce que parfois elle peut avoir le choix de changer de place? Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est une question qu'on peut tout à fait se poser. Est-ce qu'elle va participer pour mettre la table? Est-ce que les gens dans l'institution, finalement, on les installe et puis ils mangent? Ou est-ce qu'ils peuvent aussi participer et être intégrés sur ce moment du repas? Comment est-ce qu'on vient les accueillir et on leur situe le moment du repas? Je vous donne un exemple. C'est vrai que quand on va chercher des personnes qui sont en fauteuil roulant et qui ont besoin d'aide au repas, eh bien, on ne peut pas les installer tout en même temps à midi. Donc, souvent, on va commencer l'accompagnement de venir les chercher à partir de 11h30. Donc, ça veut dire que la première personne qu'on est venu chercher, elle est installée au restaurant une demi-heure avant le temps du repas. Comment va se passer pour elle cette demi-heure? Est-ce que le repas est déjà mis devant elle? Auquel cas, ça lui donne, enfin la table, auquel cas, ça lui donne l'information qu'elle ne va pas tarder à manger, sauf qu'elle va manger que dans une demi-heure. Ou est-ce que la table va être mise que quelques minutes avant que réellement elle ne mange? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser et qui prendront beaucoup d'importance quand on se retrouve face à des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui ont des risques de développer des troubles de comportement, pour lesquels une attente d'une demi-heure devant une table installée pourrait être une information qu'elle pourrait avoir du mal à gérer. Et puis, on va aussi avoir des questions autour d'être servi et se servir. C'est vrai que si c'est moi qui me sers, eh bien, je prends la quantité que je veux. Si on me sert, est-ce que l'assiette est déjà servie ou est-ce que je peux demander la quantité que je souhaite? Dans quelle mesure j'ai du choix? Est-ce que j'ai du choix pour les desserts? Est-ce que j'ai du choix pour l'entrée? Plus j'ai la sensation que je peux choisir, plus c'est invitant. Voilà, donc ça, c'est des questions aussi qu'on peut réfléchir par rapport à l'accompagnement et l'aide au repas. Dans le fond, c'est de chercher à placer la personne dans qu'elle continue à savoir ce qui est bon pour elle et qu'elle se sente autonome et qu'elle continue à garder le sens de l'alimentation. Alors, on va penser aussi dans l'aide au repas à l'ambiance de ce moment de repas autour de la personne, l'environnement sonore, l'environnement matériel, l'installation, les couverts, s'il faut des couverts adaptés ou pas, le rythme du repas. Certains résidents ont besoin de manger rapidement, d'autres ont besoin que ça prenne plus de temps. Des fois, on a des personnes, si c'est trop long, dans le cas de maladie d'Alzheimer, maladie apparentée, peuvent parfois développer des troubles du comportement. C'est effectivement une réflexion qui va être intéressante. Et l'environnement humain aussi qui va pouvoir se réfléchir. Si on fait un zoom sur le matériel, donc des petits éléments par rapport au matériel, l'intérêt des assiettes creuses ou des rebords d'assiettes, c'est que ça permet, si je n'ai plus qu'un seul bras qui est mobile, de pouvoir utiliser ce bras et que mes aliments aient une butée. Voilà, parce que c'est une difficulté qu'on va facilement rencontrer. Un petit topo sur les couverts pour vous dire à quoi servent les différents types de couverts. Donc, les couverts
coudés sont des couverts qui facilitent la tâche pour des personnes qui seraient en grande difficulté de mobilité. Donc, si je ne peux pas écarter en fait le haut de mon bras de mon buste, et bien que je rapproche juste comme ça, le couvert coudé fait que du coup, la fourchette se retrouve en face de ma bouche. Le couvert lesté, lui, est adapté pour les personnes qui présentent des tremblements. Le fait que ce soit plus lourd, ça va ralentir en fait le tremblement, ça va mettre du poids et ça optimisera en fait la possibilité de faire le mouvement. Les couverts allongés que nous avons là sont des couverts qui permettent d'être accrochés en fait au niveau du poignet. On a une autre version aussi qui est un système en plastique qui se clip comme ça dans la main et après on a le couvert qui vient s'installer ici. Et du coup, la personne est en facilité pour faire le mouvement comme ça quand elle a des soucis de préhension. Pour couper, on a deux instruments là que je vous propose qui peuvent faciliter quand on n'arrive plus à couper seul. La roulette, comme la roulette des pizzas, et le couteau fourchette qui, si je suis en difficulté de mes manipulations, je peux couper et piquer avec le même ustensile. Un petit mot sur les verres, tout ce qui est pour boire. Alors maintenant, on cherche à proscrire les verres en bec de canard parce que le bec de canard, en fait, avec son couvercle, eh bien, pour pouvoir boire, on va être obligé de faire ce mouvement-là de la tête qui est le mouvement qu'on veut éviter pour le risque de fausse route. Donc, du coup, on va privilégier les verres avec découpe nasale. Donc là, on voit que la découpe nasale, ce n'est pas celle-là qui va être près de ma bouche, c'est la découpe le grand bord qui va être près de ma bouche. Et quand je remonte le verre, eh bien, comme c'est découpé, je n'aurai pas à pencher ma tête vu que mon nez passera dedans sans problème. Et puis, on a tout ce qui va être verre à anse qui parfois est véritablement nécessaire pour les personnes. Alors, on va faire un zoom maintenant sur l'accompagnement par le geste et par la parole. Alors, au niveau du geste, quand on accompagne quelqu'un, déjà, la première étape, ça va être de remplir la cuillère ou la fourchette. Est-ce que la personne peut le faire elle-même ou pas? Ou est-ce qu'il va falloir le faire pour elle? Est-ce qu'après, elle va pouvoir prendre ou est-ce qu'il va falloir amorcer le mouvement? Des fois, il va falloir lui rappeler le déroulement du geste, donc lui rappeler les étapes. Ça peut être mieux imprimé quand on touche en même temps et quand on nomme les parties concernées. Voilà. Des fois, pour faciliter la prise du repas, au début du repas, on peut proposer un massage des mains qui encouragera la personne à être éveillée. On peut aussi proposer un massage au niveau des maxillaires, qui est un massage qui va venir favoriser la production de salive. En fait, c'est quelque chose de physiologique. Quand on vient se masser ici, on vient produire de la salive. Et en fait, pour pouvoir bien manger, il faut que ma bouche soit déjà suffisamment hydratée. En fait, c'est compliqué de prendre des aliments et de pouvoir mastiquer et générer un bol alimentaire quand il n'y a pas assez de salive dans la bouche. Voilà. Et on peut aussi prodiguer des accompagnements posturaux pour aider la personne à pouvoir se redresser au moment du repas. Alors là, je vous fais un petit zoom sur ce que j'appelle la motricité partagée qui nous permet de reprendre les étapes finalement de l'accompagnement au repas. Quand j'aide quelqu'un à manger, il s'agit donc de remplir la cuillère ou la fourchette, après de pouvoir remonter ma main, l'amener jusqu'à ma bouche, ouvrir la bouche, mettre l'aliment, le mâcher, le déglutir et recommencer. Donc, quand la personne est en difficulté, elle peut se retrouver en difficulté à l'une de ces étapes, à toutes, mais des fois pas du tout à toutes, juste à une. Donc ça va être à identifier pour accompagner cette étape-là. Et puis, soit la personne n'est plus en capacité de manger seule, auquel cas je vais me retrouver à devoir lui donner à manger. Dans ces moments-là, on peut soit amener la cuillère ou la fourchette de manière en face de la bouche ou légèrement sur le côté. Quand c'est légèrement sur le côté, ça peut être vécu de manière moins intrusive et pour certains résidents, ça fonctionne mieux comme ça que directement comme ça. Et puis, on a aussi une autre technique qui vous est illustrée là sur la diapo. C'est donc du coup que ce soit la personne qui elle-même amène la fourchette ou la cuillère à sa bouche par l'aide en fait du soignant qui va être à côté. Donc, on va mettre une main sous le haut du bras et c'est cette main-là, donc là on la voit très bien sur l'image, c'est cette main-là qui va être à l'initiative du mouvement. Et la deuxième main, qui est sur la main, va être en complément pour préciser le mouvement. Voilà. Et en faisant comme ça, finalement, on pourrait accompagner la personne dans tout son repas et en même temps, en fait, on peut la rééduquer pour qu'elle réintègre, réapprenne cet ensemble de gestes.
Donc ça, c'était notre partie d'accompagnement par le geste et on peut prendre la partie d'accompagnement par la parole. Donc par la parole, il s'agit de s'adresser à la personne, de situer le repas, situer le moment, situer ce qu'elle va manger, de rassurer, de stimuler et d'évoquer ce qu'elle mange, d'évoquer des situations, d'évoquer du dialogue, voilà, et de mettre des mots sur les situations difficiles. Donc, on pourrait dire qu'on va parler pour dire ce qu'il y a dans l'assiette, dire ce que l'on fait, générer de l'échange et favoriser le lien social. Les personnes âgées, et notamment quand elles ont une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, peuvent des fois se retrouver en difficulté à savoir amorcer le dialogue avec les autres. Et c'est parfois le soignant qui va devoir se faire l'intermédiaire pour générer du dialogue. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en mots les situations difficiles ou positives. Ce qu'on va chercher, c'est à ne pas infantiliser et à vraiment rendre ce moment agréable et interactif, que la personne puisse finalement agir et se sentir en adulte responsable sur ce moment du repas. On évitera de dire des choses comme il faut manger, parce que ça peut être vécu comme une injonction, et on préférera plutôt dire vous pouvez manger, vous pouvez goûter, et puis de discuter, de finalement pas être tant focalisé sur le fait de elle ne mange pas et j'aimerais bien qu'elle mange, mais plus d'en pouvoir discuter, échanger et prendre plaisir à partager ce moment ensemble. En guise de conclusion, je voulais vous proposer 3 présentations de réalisation d'EHPAD, de réflexions qui ont pu être menées par rapport à cette aide au repas. La première, donc là, l'image où on voit la petite dame qui va faire ses courses, c'est une réflexion, c'est de se rendre compte que les personnes ne font plus leurs courses en EHPAD, elles sont déchargées de cette partie-là, elles sont déchargées de faire le repas, donc de choisir ce qu'elles vont manger. Et parfois, ça peut manquer et ça peut faire que la personne peut se sentir un peu déconnectée de ces étapes. Donc, il y a des EHPAD qui ont eu l'idée de proposer, peut-être une fois par mois ou des fois plus, un temps où, à l'intérieur de l'EHPAD, on leur propose de comme venir faire des courses, acheter des gâteaux, acheter des fruits. Ça, c'est une proposition. D'autres ont eu une autre idée qui était de, pareil, faire une proposition, mais là, c'était de venir chercher les aliments dont on allait avoir besoin pour confectionner le repas. Ça pouvait être intégré à un moment de repas thérapeutique pour confectionner le repas ou pour être un complément avec la cuisine. Bon, c'est sûr que ça demande beaucoup de réflexion et de préparation. La petite image en rose, là, vient illustrer le repas thérapeutique. Donc, certains EHPAD ont réfléchi sur le repas thérapeutique et réfléchi aussi à ce que, finalement, ce ne soit pas qu'un temps spécifique avec des professionnels, mais que ce soit un petit peu plus intégré dans le quotidien. Et un EHPAD avait eu l'idée que le directeur, l'assistant d'administration, la cadre de santé, enfin, d'autres personnes de l'encadrement viennent manger une fois par semaine à une table de résidents. Et ils changeaient de table de résidents toutes les semaines. Et les résidents pouvaient inviter le directeur en disant la semaine prochaine, j'espère que vous viendrez à ma table. Voilà. Et puis la dernière image, c'est pour vous montrer dans la diversité de toutes les personnes, comment un EHPAD avait essayé de faire un zoom sur les besoins de chacun en faisant un sondage, en allant sonder les résidents pour savoir dans quelle mesure ils aimeraient participer au repas, mettre la table, choisir des éléments de décoration, proposer des idées de menu, raconter les idées leurs recettes à eux avec l'animateur, voilà, confectionner des repas. Et donc, ils avaient fait tout un sondage pour savoir ceux qui voulaient faire des choses et ceux qui ne voulaient rien faire. Donc, certains voulaient servir les carafes d'eau, d'autres avaient eu envie de pouvoir participer au nettoyage des assiettes. Voilà. Donc, l'EHPAD avait eu l'idée de proposer un chariot sur lequel on pouvait mettre les assiettes pour débarrasser. Et il y avait une bassine sur le chariot. Et donc, le résident, ceux qui voulaient, pouvaient rincer leur assiette pour faire le pré-lavage. Et donc, du coup, certains, ça leur permettait d'avoir cette sensation de participer à ce tout qu'est le repas avec toutes ces étapes. Voilà pour cette petite présentation et on va pouvoir passer à la partie questions. On nous demande comment on peut faciliter l'aide au repas quand on est limité par le nombre d'aidants. C'est une très bonne question, effectivement. Ben oui, c'est toujours le problème des moyens qui
qui est une grande difficulté dans les établissements, vu qu'il y a des résidents pour qui ça prend plus de temps que pour d'autres l'aide au repas. Et surtout là, dans la situation Covid, il y a eu des moments de révolution par rapport à ça. On s'est retrouvé à devoir donner les repas en chambre. Donc, je pense que des fois, certains établissements, ça leur a fait trouver des idées nouvelles. Je sais qu'il y en a qui ont fait appel à des bénévoles par rapport à ce moment-là pour compléter. Après, c'est les grosses questions. Peut-être que vous allez avoir aussi des idées pour répondre, pas que moi. C'est la question aussi du roulement entre les équipes. Et puis après, d'autres établissements se posent des fois la question de qui on devrait former dans l'établissement pour avoir du renfort, pour avoir plus de personnes sur ce moment du repas. Voilà, je ne sais pas comment vous recevez ma réponse et si elle génère de la réflexion entre nous. Est-il toujours judicieux de demander l'aide de la famille? Alors ça, c'est une question aussi. Question intéressante. Ouais. Il arrive que ce soit la famille qui puisse aussi donner à manger et aider le résident. C'est quelque chose qui parfois arrive. J'ai envie de dire que c'est vraiment du cas par cas. Il y a des situations où ça devient compliqué. Des fois, il y a des enjeux qui sont importants. Il y a des fois des situations qui peuvent être complexes. Donc, quand on a un professionnel ergothérapeute, psychomotricien ou orthophoniste, ça peut être intéressant aussi que la famille puisse aller poser ces questions à ce professionnel-là. Et puis, ce qui est intéressant par rapport à la famille, dans le fond, c'est qu'elle ne se sente pas dépourvue du savoir qu'elle a par rapport à son proche. C'est que dans le fond, la famille, elle a toujours, que ce soit pour le repas ou autre chose, un juste milieu à trouver entre le fait que son proche est en EHPAD, eh bien, c'est parce qu'elle a besoin d'aide de professionnels et en même temps, elle a un savoir sur son proche qui lui est propre et qui lui est spécifique. Et dans le fond, c'est toujours intéressant, quoi qu'il en soit, de pouvoir avoir quelque chose de valorisant pour la famille ou que la famille sente qu'elle a la possibilité d'apporter quelque chose à l'établissement dans le savoir qu'elle a. Mais apporter quelque chose du savoir ne veut pas forcément dire aider au repas. Donc, des fois, il y a un juste milieu à trouver entre, dans le fond, qu'elle apporte du savoir et des fois qu'elle puisse aider au repas et des fois, si la situation est trop complexe, que ça puisse se solutionner autrement. Voilà un peu les éléments que je peux vous donner en réflexion. Merci pour cette réponse. Alors, on a une autre question qui est: quel conseil donneriez-vous pour organiser l'aide au repas en chambre? Vous en parliez tout à l'heure, justement, dans le cadre du Covid. Oui. Alors, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais par rapport à l'aide au repas en chambre, une question qui se pose, c'est alors, si je mange dans mon lit ou si je mange à la table de ma chambre. Donc, si je mange dans mon lit, généralement, les aliments, l'assiette, tout ça va rester sur le plateau et va être posé sur la table mobile. Quand je suis à ma table, dans l'idéal, on pourrait préconiser que ça ne soit pas un repas qui reste juste sur le plateau, que les éléments puissent être posés sur la table de la personne. C'est quelque chose qui est beaucoup plus invitant à manger que si je reste dans la sensation de je suis au self de la cantine, quoi. Voilà. Mais je sais que ce n'est pas toujours possible et que parfois ça prend du temps. Mais c'est vrai que voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Après, peut se poser aussi la question qui est: est-ce que juste on laisse le plateau ou est-ce que la personne va être aidée à manger? Est-ce que il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que la personne est en disposition de prendre son repas tout de suite ou est-ce qu'elle va attendre? Voilà, auquel cas se pose un peu des questions, comment je vais lui présenter cette proposition de s'alimenter. En tout cas, ce qu'on peut vraiment chercher, c'est à travailler un petit peu sur finalement l'entrée dans la chambre et la proposition à ce moment de repas. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas s'il y a des retours par rapport à
à ça. Oui, ça serait intéressant justement, effectivement, que vous nous disiez, vous, auquel cas vous avez des services directement en chambre, comment vous faites? Et là, je vois que les plateaux, quand on va en Oui, chambre, ils sont déjà prêts, donc pas possibilité de choix. Ben oui, c'est la difficulté qu'on rencontre. Du coup, le choix qu'on peut des fois donner, et surtout quand, je l'ai dit souvent dans ma présentation tout à l'heure, quand la personne a des troubles cognitifs, parce que c'est sûr que quand il y a des troubles cognitifs, des fois la prise au repas est beaucoup plus compliquée. Ça va être aussi d'utiliser la possibilité de commencer soit par l'entrée, soit des fois par la compote, enfin voilà, d'avoir une proposition si on n'a pas le choix de ce qu'on donne à manger, mais aussi des fois de proposer dans quel ordre la personne a envie de commencer. Voilà, ça des fois c'est une astuce. Dans la participation de l'aide au repas, c'est sûr que plus finalement on peut participer aux différentes étapes de ce repas, plus on est impliqué dans le repas. Et ça, après, c'est à chacun d'être inventif et de pouvoir faire aussi vraiment toujours en fonction des contraintes que l'on a, parce qu'on peut des fois avoir des bonnes idées, mais selon les contraintes, et ben, dans l'établissement, telle idée, elle ne marchera pas. Mais voilà, ce qui amène à être inventif, à en trouver d'autres. alors on a une remarque. Actuellement, repas en unité, repas moins brillants et plus conviviaux, et donc plus de temps pour manger. Mmh. Ben oui, donc on voit que l'ambiance et l'environnement va avoir une incidence toujours directe sur ce temps-là. Mmh. On nous dit aussi, chez nous, ce n'est pas la participation au repas, mais c'est plus des moments où, voilà, de débarrassage, donc participatif, d'essuyer la vaisselle, etc. Finalement, participer au repas, c'est ça. Ça peut être participer avant ou après ou à la confection. C'est n'importe quel moment. Dans le fond, tous ces moments-là font partie du repas. Mm. Et leur demander leur avis. Donc, on nous dit demander aux résidents chaque jour ce qu'ils pensent du menu, du lendemain, et le noter pour assurer les substitutions. Leur avis est sollicité et pris en compte. C'est super. Ça. Ouais. C'est vrai que les changements de menu, je sais qu'il y a des établissements qui travaillent beaucoup sur les changements de menu et puis de pouvoir voir avec les personnes, les résidents, les changements qu'ils peuvent avoir envie de faire. Oui, tout à fait. C'est vrai que des fois, les changements de menu, ça peut aussi poser problème. Une personne a pu demander un changement de menu et au jour J, au moment où elle mange, finalement, elle veut la même chose qu'ont les autres. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc, et oui, voilà. Ah, on a une question. Quelle solution pour les personnes déambulantes qui ne restent pas en place à table, mis à part le manger-main? Alors, effectivement, il y a le manger-main. Il y a plusieurs choses. Des fois, il y a des établissements qui ont pu réfléchir à des solutions type manger-main, sandwich ou des choses comme ça. On peut réfléchir aussi à des solutions qui est à ce que les choses s'enchaînent très rapidement pour que la personne et pas de temps de flottement entre les plats. Il y a aussi la solution qui peut être par rapport à ce résident de voir vraiment ce qu'il préfère manger et commencer par des choses qui l'intéressent vraiment pour enclencher la suite du repas. Il y a aussi de voir dans quelle mesure on peut laisser permettre une tolérance à ce que la personne puisse manger debout. Il y a d'aller récupérer et rechercher la personne régulièrement. C'est aussi des possibilités qu'on peut avoir. Il y a aussi des fois en recours l'idée de vraiment proposer des repas fractionnés. C'est-à-dire, on va se rendre compte que la prise de repas ne peut pas être longue. Et du coup, la quantité n'est pas suffisante. Et donc, du coup, on va devoir veiller vraiment à fractionner régulièrement dans la journée cette prise de repas. Voilà. Après, on peut aussi essayer de proposer des accompagnements où la personne qui accompagne est debout aussi. C'est-à-dire faire fi au départ de se dire, tant pis, je vais faire un accompagnement en mouvement. Voilà. Et pour après, essayer d'amener progressivement la personne à s'asseoir. Ça, c'est en fait, que ce soit dans des accompagnements quand on est sur des situations difficiles comme ça, que ce soit le repas ou que ce soit la toilette, on va avoir intérêt à fonctionner en mode objectif.
C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir me dire, bon, alors moi, elle est déambulante, elle est debout. Mon objectif, c'est qu'on fasse un repas normal qui dure 3/4 d'heure comme tout le monde, avec entrée, plat, dessert. Voilà. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Finalement, on est tellement en dehors de ce format-là qu'il faut qu'on parte du format de la personne et se dire, bon voilà, quel est mon objectif que je me fixe en premier de ce que j'aimerais récupérer avec elle. Voilà. Est-ce que déjà c'est de l'échange? Est-ce que c'est du contact? Est-ce que c'est qu'elle reste un petit peu plus longtemps, mais tant pis pour le moment, c'est debout? Voilà. Et de se dire, une fois que cet objectif-là est atteint, je passe à un autre objectif, pourquoi pas, qui maintenant va être qu'elle s'assoit. Mais en fait, on ne peut pas se fixer d'obtenir tous les objectifs en même temps. Donc, ça va être vraiment intéressant de se mettre en place un programme, un projet, en fait, comme ça, qui va fonctionner d'objectif en objectif. Et ça, c'est ce que je propose, que ce soit pour les accompagnements toilettes ou repas qui sont difficiles, en fait. On nous dit l'utilisation des demi-portions est très pratique. Oui. On sait qu'avec il y a certaines personnes, le fait d'avoir une quantité importante dans l'assiette, ça décourage déjà avant même d'avoir commencé. Voilà. Et servir en premier, se resservir. D'où la question du choix qu'on a traité là dans le diaporama très, très rapidement, mais cette notion de choix reste vraiment très importante. Si on se met à la place de la personne et qu'on imagine, je suis en fauteuil roulant, par exemple, donc je n'ai pas choisi ce que je mange, je n'ai pas choisi grand-chose, voilà, j'arrive, mon assiette est déjà remplie, on me la sert, elle a déjà été dressée, on me la sert et moi je suis juste là pour manger. Et là on voit quelle est ma marge de choix. Donc c'est sûr, plus on va avoir une marge de choix importante, plus ça va impliquer la personne. Et ça, c'est pas toujours simple. Donc d'où le fait de faire aussi avec ces contraintes, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que varier les quantités, c'est quelque chose. Et puis, varier aussi vraiment ce qu'on va proposer pour donner envie de manger. La personne âgée, on sait qu'il y a une modification au niveau des papilles gustatives. Je ne l'avais pas mis là dans mes diapos. Et on va avoir une préférence au niveau du sucré. Et il y a certaines personnes, le fait de commencer par une compote ou un yaourt, en plus ça hydrate, eh bien, ça va ouvrir l'appétit et l'envie de manger. Donc, des fois, il y a des personnes avec des troubles cognitifs, commencer par une compote fera que le repas à la suite se passera beaucoup mieux que si j'avais commencé par mon entrée de base. Alors, la vaisselle de couleur. Oui, très bonne question. Alors, par rapport à la vaisselle, ce qu'on préconise, c'est de jouer sur les contrastes. C'est-à-dire que si, par exemple, ma nappe est blanche, c'est intéressant d'avoir une vaisselle de couleur. Si ma nappe est de couleur, c'est intéressant d'avoir une vaisselle blanche. En fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a un contraste entre là où est posée mon assiette et mon assiette pour que je puisse véritablement voir mon assiette. Après, on pourrait, si on voulait jouer dans la subtilité, on pourrait changer finalement la couleur de l'assiette en fonction des aliments pour mettre les aliments en valeur. Mais alors là, je fais dans du subtil. Voilà, on n'est pas obligé d'aller si loin que ça. Mais déjà, jouer sur le contraste par rapport au support et à l'assiette. C'est vrai que je vous ai donné quelques petits éléments par rapport au niveau visuel des difficultés que la personne pouvait rencontrer. Et ça pourrait vraiment faire l'objet de plusieurs diapos en soi, l'incidence des difficultés visuelles et sensorielles sur le moment du repas. On nous dit, nous avons travaillé sur la présentation des plats pendant le confinement. Nous raisonnons trouver les plats meilleurs sans pour autant changer les recettes. Ouais, donc tout est dit. On le fait tous et ça me fait penser à une pub, je ne sais plus pour quelle glace là qui passe et on leur pose des questions sur le parfum et en fait ça a juste changé de couleur. On a tous plus ou moins vu cette pub-là. On sait très bien qu'effectivement l'aspect visuel a un impact très très important sur ce qu'on va manger. C'est un vaste sujet, on sent qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, il y a des résidences par rapport aux mixés qui ont travaillé ça aussi pour que la présentation des mixés soit plus appétissante. Et certains ont retravaillé sur du remoulage, c'est-à-dire que ce soit remoulé de la forme en fait de l'aliment. Voilà, ou vraiment travailler sur la présentation. Ouais. Merci à vous en tout cas. Merci Juliette pour ces bonnes idées, ce partage de bonnes pratiques. C'était très intéressant.
Et puis, pour tous les participants, merci aussi pour votre présence. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire, comme toujours. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.